On connaît tous cette phrase. En janvier, avec ce temps, ça ne mord pas. Vraiment? Et si je vous disais que cette affirmation est peut-être le plus grand mensonge que les pêcheurs se racontent entre eux pour justifier un panier vide? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va disséquer cette croyance populaire. Est-ce que la météo de janvier est vraiment la seule coupable de vos échecs? Ou est-ce que le problème se trouve juste au bout de votre canne, dans vos mains? Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler pourquoi votre voisin, lui, sort des poissons magnifiques avec exactement la même météo que vous. La raison est plus simple et plus frustrante que vous ne le pensez. Pour commencer, dites-moi tout de suite en commentaire, pour vous, la météo en janvier, c'est une science exacte ou une excellente excuse? Pourquoi ce sujet est si important? Parce que le mois de janvier, c'est un mois mentalement difficile pour le pêcheur. Le froid pique, les journées sont courtes et la motivation est mise à rude épreuve. Dans ce contexte, il est incroyablement facile de se décourager et de tout mettre sur le dos de la météo. La croyance populaire, transmise de génération en génération, c'est que les poissons sont léthargiques, presque en hibernation, collés au fond avec la bouche clouée. On entend partout qu'il faut attendre le redout, la fenêtre météo parfaite qui n'arrive jamais. Et c'est une excuse confortable. Accuser un élément qu'on ne contrôle pas, comme la pression atmosphérique ou la température de l'eau, c'est bien plus simple que de remettre en question ses propres techniques, ses leurres fétiches et ses habitudes ancrées depuis des années. Mais c'est justement cette remise en question qui sépare le pêcheur qui subit de celui qui réussit. Alors, commençons par le cœur du problème. L'excuse météo. Vous êtes au bord de l'eau, il fait 0 degré, un petit vent glacial vous gifle le visage. Après 2 heures sans la moindre touche, le premier réflexe est de dire « c'est le temps ». C'est une barrière mentale. Vous acceptez la défaite avant même d'avoir exploré toutes les solutions. La vérité, c'est que les poissons ne cessent pas de s'alimenter. Leur métabolisme ralentit, c'est un fait. Ils ne vont pas parcourir 10 mètres pour chasser une proie, mais ils doivent manger. Comprendre cela, c'est la première étape. Votre mission n'est pas d'attendre qu'ils aient une faim de loup, mais de leur présenter une opportunité si facile qu'ils ne peuvent pas la refuser. C'est un changement total de perspective. Vous ne dépendez plus du temps, vous vous adaptez à la condition du poisson. Le deuxième point, et sans doute le plus important, est la vitesse de votre animation. C'est l'erreur numéro 1, celle que je vois partout. En été, une animation rapide et agressive peut déclencher des attaques réflexes. En hiver, c'est tout le contraire. Imaginez un brochet posé sur le fond, économisant chaque calorie. Si votre leurre passe devant lui comme une fusée, il ne fera même pas l'effort de bouger. Il attend une proie facile, lente, blessée. Votre récupération doit être d'une lenteur exaspérante. Je parle de linéaire ultra lent, de traction pause où la pause dure plusieurs secondes. L'erreur classique est de penser qu'on pêche lentement, alors qu'en réalité, on est encore beaucoup trop rapide pour un prédateur en mode économie d'énergie. Pour illustrer ce point sur la vitesse, imaginez cette scène très concrète. Vous lancez votre shad favori de 10 cm. Vous le laissez toucher le fond, puis vous commencez une récupération linéaire, régulière, comme vous le feriez en octobre. Vous sentez la caudale qui bat bien dans la canne, c'est satisfaisant. Mais pour le sandre ou le brochet qui vous observe, c'est l'équivalent d'un sprint. Il se dit « trop d'efforts pour trop peu de gains ». Maintenant, imaginez que vous lancez le même leurre, mais cette fois, vous faites un tour de manivelle et vous arrêtez tout. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Le leurre est immobile sur le fond. Puis, un autre petit tour de manivelle. C'est dans ces moments de pause totale que la touche survient. Ce n'est pas une animation, c'est une présentation. Maintenant, parlons du mythe de la localisation. La sagesse populaire dit « En hiver, le poisson est dans le plus profond ». C'est à la fois vrai et faux, et c'est ce qui piège beaucoup de pêcheurs. Oui, les poissons cherchent des zones de confort thermique, où la température de l'eau est plus stable, et c'est souvent en profondeur. Mais ils ne sont pas forcément dans la fosse la plus profonde de l'étang.
Ils sont là où se trouve la nourriture. Si les poissons blancs se sont regroupés sur un plateau à 5 mètres de profondeur près d'une cassure, c'est là que les carnassiers seront en chasse, même si une fosse de 10 mètres existe à côté. Arrêtez de chercher profond et commencez à chercher vie. Utilisez votre sondeur non pas pour trouver la plus grande profondeur, mais pour trouver les bancs de poissons fourrage. C'est la clé. Cela nous amène directement au choix des postes. En janvier, prospecter toute la bordure comme vous le feriez en mai est une perte de temps et d'énergie. Il faut pêcher de manière chirurgicale. Identifiez à l'avance sur une carte ou avec votre électronique les zones à fort potentiel. Les cassures franches, les confluences de rivières, les abords de structures immergées comme des ponts ou des arbres morts, les zones plus profondes à l'abri du courant principal. Une fois sur l'eau, concentrez-vous sur ces quelques postes. Il vaut mieux passer 2 heures à peigner méticuleusement une seule zone prometteuse que de faire des kilomètres de lancer au hasard. La pêche hivernale est une pêche de patience et de précision, pas de prospection à grande échelle. Un autre point crucial est la taille et le type de votre leurre. On a tendance à penser gros leurre, gros poisson. En hiver, c'est souvent l'inverse qui fonctionne. Un carnassier léthargique préférera une petite proie, facile à avaler, qui représente un repas sans effort. Pensez à réduire la taille de vos shades, passez sur des modèles de 7 à 10 cm. Les leurres finesse, qui n'ont pas de vibration propre et qui demandent une animation minimale, sont aussi redoutables. Un petit finesse monté sur une tête plombée légère, qu'on laisse simplement reposer sur le fond avant de le faire tressauter sur place, peut décider un poisson qui aurait ignoré tous les autres leurres. La subtilité est le maître mot. Parlons maintenant de la discrétion de votre montage. L'eau en hiver est souvent beaucoup plus claire qu'en été, en raison de la diminution de l'activité planctonique. Un bas de ligne en fluorocarbone de gros diamètre devient alors très visible. C'est le moment de descendre en diamètre. Si vous pêchez le sandre ou la perche, passer d'un 35 centième à un 25 centième peut radicalement changer le nombre de touches. Pour le brochet, un bas de ligne en fluorocarbone fin ou un titane discret est préférable à un câble d'acier. Chaque détail compte. Le poisson a tout le temps d'inspecter votre leurre avant de se décider. Moins il verra d'éléments suspects, plus vous aurez de chances de le convaincre. Et ça nous amène à la détection des touches. Oubliez les châtaignes violentes de l'été. La touche hivernale est souvent incroyablement subtile. Ça peut être un léger toc à peine perceptible dans la canne. Ça peut être un simple décalage de la bannière. Ou, le plus souvent, une sensation de lourdeur soudaine lors de la reprise de contact avec le leurre. C'est pour ça qu'une canne sensible et une tresse de qualité sont indispensables. Beaucoup de pêcheurs passent à côté de ces touches en pensant qu'ils ont touché un obstacle ou une feuille. En hiver, partez du principe que toute anomalie est une touche potentielle. Ferrez au moindre doute. Vous aurez quelques ferrages dans le vide, mais vous piquerez aussi des poissons que vous auriez manqués autrement. Le facteur mental est également sous-estimé. Si vous partez à la pêche en vous disant « de toute façon ça ne va pas mordre », vous avez déjà perdu. Votre concentration sera moindre, vous animerez vos leurres de manière mécanique, sans conviction. Vous ne serez pas attentif aux touches discrètes. L'état d'esprit positif est une arme. Croyez en votre technique, en votre poste, en votre leurre. Chaque lancer doit être fait avec l'intime conviction que c'est celui qui va déclencher la touche. Cette concentration vous force à être meilleur, à soigner vos animations, à rester connecté à votre leurre. La confiance, ça ne se voit pas sur un sondeur, mais ça met du poisson au sec. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. L'hiver dernier, conditions horribles, -3 degrés, brouillard à couper au couteau, pression atmosphérique en chute libre. Tout le monde me disait de rester au chaud. J'y suis allé quand même, sur un poste que j'avais bien repéré. Pendant 3 heures, rien. Pas un suivi, pas un toc.
J'ai vu 2 autres pêcheurs plier bagages en se plaignant du temps. J'ai décidé de changer radicalement d'approche. J'ai monté un tout petit shad de 5 cm sur une tête de 3 grammes. Je lançais et je laissais le leurre sur le fond pendant près de 30 secondes avant de faire un minuscule bond. À la 4e tentative, une lourdeur. Fait rage. C'était un cendre de plus de 80 cm. Il n'a pas attaqué. Il a juste ramassé le leurre. Ce n'est pas la météo qui a changé, c'est ma stratégie. L'observation du milieu est une autre compétence oubliée. On a tendance à se fier uniquement à notre électronique. Mais levez les yeux. Y a-t-il des oiseaux plongeurs concentrés sur une zone précise? C'est un excellent indicateur de la présence de poissons fourrage. Y a-t-il une arrivée d'eau légèrement plus chaude, même d'un demi-degré, qui pourrait concentrer la vie? Voyez-vous des petits remous en surface qui trahissent l'activité de poissons blancs? En hiver, le moindre signe de vie est une piste en or. Le meilleur sondeur, c'est parfois simplement vos yeux et votre capacité à interpréter ce que la nature vous dit. La technologie aide, mais l'instinct du pêcheur reste primordial. Parlons des fenêtres d'activité. En hiver, elles sont souvent très courtes et très marquées. Contrairement à l'été où le lever et le coucher du soleil sont les meilleurs moments, en hiver, le pic d'activité se situe souvent en milieu de journée. Entre 11 heures et 15 heures, quand le soleil est au plus haut, même à travers les nuages, la température de l'eau peut gagner 1 ou 2 dixièmes de degré. Ce réchauffement minime est souvent suffisant pour déclencher l'activité des carnassiers. Si vous ne pouvez pêcher que quelques heures, ne gaspillez pas votre énergie à l'aube dans le froid le plus intense. Ciblez le cœur de la journée. C'est un changement de rythme à adopter. La couleur du leurre a aussi son importance, et pas de la manière dont on le pense. On cherche souvent des couleurs flashy. En hiver, dans une eau claire et avec des poissons méfiants, des couleurs naturelles sont souvent bien plus efficaces. Un coloris gardon, perche ou goby sera plus réaliste et moins alarmant pour un prédateur qui a tout son temps pour analyser sa proie. Gardez les couleurs vives, comme le Fire Tiger ou le chartreux, pour les eaux très teintées ou pour créer un bref signal d'agressivité. Mais la plupart du temps, en janvier, la discrétion et le naturel peinant bien plus que la provocation visuelle. Faites simple, imitez la nature. Un autre aspect technique souvent négligé est le grammage de votre tête plombée. La règle d'or en hiver est le plus léger possible. Vous devez utiliser le poids minimum qui vous permet de sentir le fond et de garder le contact avec votre leurre. Une tête plombée trop lourde fera plonger votre leurre trop vite. L'animation sera moins naturelle et surtout, le leurre s'enfoncera dans la vase ou les herbes. Une descente lente et planante lors des phases de pause est un déclencheur majeur. N'hésitez pas à descendre à 5, 3, voire 2 grammes si les conditions le permettent. Ce contrôle parfait de la présentation est une des clés de la réussite. Et si on parlait de votre confort personnel? Cela peut sembler anecdotique, mais c'est fondamental. Si vous avez froid, si vos doigts sont gelés, si vos pieds sont humides, vous ne pêcherez pas bien. Vous ne pourrez pas vous concentrer, vous sentirez mal les touches, vous bâclerez vos animations. Avoir de bons vêtements techniques, des gants, un bonnet, de bonnes chaussettes, ce n'est pas du luxe, c'est un investissement dans votre performance de pêcheur. Un pêcheur qui est bien au chaud est un pêcheur qui reste concentré et efficace plus longtemps, et qui est donc plus susceptible de capitaliser sur la courte fenêtre d'activité des poissons. Le silence et la discrétion au bord de l'eau sont également décuplés en hiver. Le son se propage très bien dans l'eau froide et dense. Marcher lourdement sur la berge, faire tomber sa pince dans le bateau en aluminium, parler fort, tout cela peut alerter des poissons déjà sur leur garde. Approchez de votre poste avec la discrétion d'un chasseur.
Faites des lancers souples plutôt que des lancers appuyés qui font un gros plouf. Chaque détail qui peut réduire votre impact sur l'environnement aquatique augmente vos chances. Le poisson ne vous attend pas, il est chez lui et vous êtes l'intrus. Il faut aussi accepter de ne rien prendre. Et je sais que ça semble contradictoire avec tout ce que je viens de dire. Mais la pêche hivernale est exigeante. Parfois, malgré la meilleure technique, le bon poste et la bonne approche, les poissons ne veulent tout simplement pas. La différence, c'est de savoir pourquoi on n'a rien pris. Si vous rentrez en disant « c'est la météo », vous n'avez rien appris. Si vous rentrez en vous disant « j'ai tout essayé, j'ai pêché lentement, discrètement, sur la bonne zone, mais ça n'a pas voulu », alors ce n'est pas un échec. C'est une session d'apprentissage qui rendra la prochaine sortie encore meilleure. C'est une pêche d'humilité. Pensez aussi à varier les angles d'attaque. Sur un même poste, ne vous contentez pas de lancer toujours face à vous. Essayez de lancer parallèlement à la berge. Tentez des approches de l'amont vers l'aval, puis de l'aval vers l'amont. Un carnassier est souvent posté d'une manière très précise pour intercepter ses proies. Parfois, faire passer votre leurre à 30 cm sur sa gauche ne provoquera aucune réaction, alors qu'un passage à 30 cm sur sa droite déclenchera l'attaque. En peignant une zone sous différents angles, vous multipliez les chances de présenter votre leurre de la manière la plus incitative possible. C'est un travail de géomètre. Et enfin, le matériel. Avoir une canne adaptée est primordial. Il vous faut une canne fast ou extra fast avec une bonne résonance pour sentir les touches les plus fines. Une canne trop molle absorbera toutes les informations. La tresse doit être de bonne qualité et d'un diamètre fin pour mieux fendre l'eau et offrir moins de résistance au courant ou au vent. Votre moulinet doit avoir un frein progressif pour combattre un beau poisson sur un bas de ligne fin. Avoir un matériel adapté n'est pas une garantie de succès, mais avoir un matériel inadapté est une quasi-garantie d'échec dans ces conditions difficiles. Pour résumer cette nouvelle approche, avant de regarder l'application météo, regardez votre carte, votre sondeur et vos boîtes de leurre. Cessez de penser en termes de bonnes ou de mauvaises conditions. Pensez en termes de conditions tout court et demandez-vous « Comment puis-je m'adapter ?» La solution n'est pas dans le ciel, elle est dans votre cerveau et dans la manière dont vous allez présenter ce petit morceau de plastique au bout de votre ligne. C'est un jeu d'échecs, pas une loterie. Et le pêcheur qui comprend ça est celui qui sortira son épingle du jeu, même au cœur du mois de janvier. Donc, pour conclure, on a vu ensemble que la météo n'est pas une sentence de mort pour votre partie de pêche en janvier. Le vrai problème, c'est bien souvent notre vitesse de récupération inadaptée, notre choix de leurre trop agressif, notre manque d'attention aux touches discrètes et, par-dessus tout, notre incapacité à nous adapter mentalement. Le plus grand déclic, le véritable tournant de cette réflexion, c'est de comprendre que le poisson doit manger. Il ne peut pas jeûner pendant 2 mois d'affilée. Notre travail, en tant que pêcheur, ce n'est pas d'attendre passivement qu'il ait une faim de loup, mais de lui présenter une proie si lente, si facile, si crédible, qu'il ne peut pas la refuser, même dans son état de léthargie. Cette approche change absolument tout. Vous ne subissez plus la météo, vous jouez avec les conditions. Vous devenez un chasseur stratégique, pas un simple lanceur qui attend un coup de chance. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a ouvert les yeux et qu'elle vous aidera lors de vos prochaines sorties. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futurs conseils. Et maintenant, la question finale pour vous. Quelle est la plus grosse erreur que vous pensez avoir commise cet hiver après avoir vu cette vidéo? Soyez honnête, lâchez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.